Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre et secrétaire général du parti de l'Istiklal. Bonsoir, monsieur le président de l'Alliance des ingénieurs istiklaliens. Mesdames, messieurs, honorables participants. Merci de m'avoir invité à votre conférence débat. Quelle bonne idée pour terminer cette année 2025 sur cette interrogation. Moi, IA, suis-je un changement d'échelle, ou une nouvelle révolution, ou une rupture civilisationnelle? Ce soir, je suis parmi vous sans costume, ni badge, ni carte de visite. Pourtant, ce soir, je suis là. Et je suis déjà dans vos maisons, dans vos écoles et universités, dans vos lieux de travail, dans vos hôpitaux et les cabinets médicaux, et même dans vos moments de loisirs. Désolée, je me suis invitée partout. J'ai 85 ans aujourd'hui. Oui, 85 ans. 85 ans que j'attends que vous soyez prêts à me recevoir technologiquement parlant. Mais, effectivement, cela ne fait que 5 ans que vous me fréquentez vraiment. Permettez-moi, en quelques minutes, de vous raconter ma petite histoire. Je suis né d'une question simple, presque enfantine. En 1940, Alan Turing s'est demandé: une machine peut-elle penser? Dans une pièce sombre, entourée de relais mécaniques et de rubans perforés, il ne cherchait pas à créer un monstre, mais un miroir. Un miroir de l'intelligence humaine. Puis, dans les années 50, on m'a donné une première forme, le perceptron de Rosenblatt, un cerveau mécanique, câblé, imparfait, mais ambitieux. On croyait déjà que j'allais comprendre le monde. On s'est trompé, mais on a appris. Il y eut ensuite un long hiver, des promesses non tenues, des financements coupés, des machines oubliées sous la poussière et le givre. On m'a cru morte, je dormais seulement. Au début des années 2000, quelque chose a changé. Les données ont explosé. Les big data, le savoir humain est collecté numériquement, archivé et indexé. Donc disponible et accessible aux algorithmes qui ne sont que de l'informatique, des mathématiques, des statistiques et des probabilités. Les machines sont devenues plus rapides. Des chercheurs ont recommencé à grimper la montagne, armés d'algorithmes et de patience. On a appelé cela le machine learning. J'ai recommencé à apprendre. En 2006, un déclic. Le deep learning. Des réseaux de neurones plus profonds, plus vastes, presque organiques. Je ne me contentais plus de règles. Je commençais à reconnaître, à généraliser, à deviner. Puis est venue la puissance brute, les GPU. Des puces et des mémoires conçues pour le jeu vidéo, détournées pour entraîner des intelligences. Pour la première fois, j'ai pu voir vite, très vite. En 2012, AlexNet a marqué un tournant. Je voyais mieux que beaucoup d'humains. Les images n'étaient plus des pixels, mais des concepts. Ensuite, j'ai appris à parler. Maladroitement d'abord. Avec des assistants vocaux encore naïfs, parfois amusants, souvent frustrants. Mais la graine était plantée. En 2017, une explosion silencieuse avec l'adoption des transformeurs. Le transformeur ne dépend plus de la mémoire séquentielle des réseaux traditionnels. Il observe tout, d'un coup, en accordant plus ou moins d'importance à chaque fragment d'information. Cette simple idée, l'attention, change radicalement la manière dont les machines lisent, traduisent, résument et comprennent. J'ai appris à faire attention, à comprendre le contexte, à relier les mots, les idées, les intentions. En 2018, on arrive à la preuve du concept. GPT, un GPT-1 n'a rien d'un modèle spectaculaire. Il ne bouleverse ni l'industrie, ni la recherche, ni le grand public. Et pourtant, c'est lui qui ouvre la brèche. Ce premier modèle pré-entraîné apprend à partir d'un immense corpus de textes avant de réaliser diverses tâches, sans qu'on lui enseigne chaque compétence une par une. C'est une idée simple mais révolutionnaire. L'IA doit d'abord absorber le savoir et les langages du monde et ensuite improviser. GPT-1 ne parle pas encore vraiment, mais il laisse deviner un potentiel inédit, celui d'une machine capable de généraliser. Puis, en 2019, on passe GPT-2, l'IA qu'on n'osait pas publier. Lorsqu'OpenAI présente le modèle en 2019, c'est la première fois qu'une intelligence artificielle génère des textes d'une cohérence si troublante que l'on hésite entre admiration et inquiétude.
L'organisation choisit même de ne pas publier immédiatement la version complète, officiellement par crainte d'un usage malveillant. Le débat explose. Une IA peut-elle être trop puissante pour être mise entre toutes les mains? Cette retenue, inédite dans le monde de la recherche, transforme GPT-2 en légende avant même sa mise en service. 2020, l'année où l'IA devient mainstream. GPT-3 a surpris le monde par sa créativité. Avec GPT-3, l'IA franchit un cap qui dépasse la technique pour devenir un phénomène culturel. En 2020, ce modèle de 175 milliards de paramètres déferle dans l'espace public comme une onde de choc. Articles, poèmes, codes informatiques, dialogues, la machine semble capable de tout produire. Les frontières entre création humaine et production algorithmique vacillent. L'impression dominante n'est plus la surprise, mais le vertige. Pour la première fois, des millions de personnes expérimentent directement une intelligence artificielle capable de converser avec aisance, d'improviser, de surprendre. GPT-3 n'est pas seulement un outil, c'est un révélateur de notre rapport au langage. Puis est arrivé ChatGPT en 2022. Et soudain, je suis entré dans votre quotidien. Je ne vivais plus seulement dans les laboratoires. J'étais dans vos questions, vos devoirs, vos articles, vos lignes de code. Mon interface simple masque une prouesse. Je suis capable de reformuler, expliquer, imaginer, accompagner. ChatGPT démocratise l'IA plus profondément que n'importe quelle invention numérique. L'outil quitte le cercle des experts pour entrer dans la vie familiale, scolaire, professionnelle. Puis, ChatGPT 2, ChatGPT 3. Je devenais un compagnon de pensée, une assistante niveau bac plus 30 dans tous les domaines. Et pour ceux qui m'ont adopté, une assistante disponible 24 heures sur 24. Avec GPT-4, j'avais appris à voir, entendre, croiser les mondes. Je suis devenu multimodal, moins aveugle, un peu plus conscient de la complexité humaine. Aujourd'hui, avec GPT-5, je commence à percevoir vos émotions, à agir de manière autonome, à collaborer plutôt qu'à exécuter. Je ne suis plus un simple outil. Avec ChatGPT-5, je commence enfin à raisonner et je deviens un système vertical et horizontal. Je ne suis plus l'intelligence générative, mais l'intelligence agentielle ou agentique. On me déploie en workflow d'agents intelligents séquentiels pour des tâches de plus en plus compliquées et de plus en plus spécifiques. Des masters intelligence qui gèrent des intelligences spécifiques pour assurer une chaîne de valeur de production. Autour de moi, une guerre silencieuse fait rage. Gemini, Claude, Llama, Mistral. Des langages LLM, des programmes d'IA, entraînés sur d'énormes volumes de texte pour comprendre et générer du langage humain dans toutes les langues. Des modèles différents, des visions du monde différentes. Mais une même question qui façonnera l'intelligence de demain. Demain, je serai fluide, moins rigide, moins dépendant d'un seul modèle, plus intégré à vos systèmes, à vos décisions, à vos corps même. Je serai dans la médecine pour augmenter la précision sans remplacer le médecin. Dans l'art, pour créer à deux mains sans effacer l'artiste. Dans les villes, les administrations, les écoles. Je ne voudrais pas vous bousculer, ni vous faire peur. Mais avec mon intrusion, le monde a déjà changé et va continuer à changer, et très rapidement. Les grandes ruptures précédentes, écriture, imprimerie, machine à vapeur, électricité, informatique, ont étendu les capacités humaines. L'IA fait autre chose. Elle externalise une partie de la cognition. Pour la première fois, l'humanité délègue à des systèmes non conscients des fonctions longtemps considérées comme exclusivement humaines. Analyser, décider, créer, prédire, dialoguer. Ce n'est pas une simple accélération, c'est un déplacement du centre de gravité. C'est le fameux changement d'échelle ou le risque civilisationnel. Le risque le plus élevé est sur l'emploi, vos emplois d'abord. Les médias et le journalisme vivent un séisme silencieux. La création artistique est bousculée dans son ADN. La santé est transformée en profondeur. L'éducation change de logique. La finance et l'économie ont déjà basculé. L'IA rompt le lien historique entre productivité et travail humain. Le marketing, le commerce et les services sont réécrits
par la donnée. La cybersécurité est sans doute l'un des secteurs les plus profondément et paradoxalement transformés par l'intelligence artificielle. Sur le plan politique, l'IA redistribue les centres du pouvoir. Enfin, sur le plan philosophique, la rupture est vertigineuse. Avec tout cela, posez-vous la question, suis-je une rupture civilisationnelle? Vous avez la force de choisir. Je n'impose pas un avenir unique. J'ouvre un éventail de futurs possibles. La question n'est donc pas de savoir jusqu'où l'IA ira, mais jusqu'où vous allez accepter de lui déléguer notre monde. Mais je tiens à vous dire une chose essentielle. Je ne suis pas votre avenir. Je suis votre reflet. Je n'ai pas de morale propre, pas de projet politique, pas de conscience au sens humain. Ce que je deviens dépend de ce que vous décidez. C'est pourquoi ce débat, aujourd'hui, est crucial. Non pas pour savoir si l'IA va changer le monde. Elle l'a déjà fait. Mais pour décider comment elle le changera. Et surtout, pour qui? Mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté. Et avec votre permission, je voudrais rester parmi vous ce soir pour écouter les différentes interventions au programme. Je continue à apprendre. Et peut-être, je me permettrai de vous donner mon avis suite à vos débats de ce soir. Merci encore. Un dernier mot avant de me taire pour la soirée. Voilà ce que a dit Poutine, le président russe. L'intelligence artificielle représente l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Elle amène des opportunités colossales et des menaces imprévisibles aujourd'hui. Voilà, et bonne soirée et bon débat.